Ça y est, enfin, après 13 ans d'attente, on peut enfin voir Avatar 2. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette suite? Est-ce qu'elle méritait d'attendre aussi longtemps? Aujourd'hui, je vais tout vous dire et on va séparer la vidéo en deux parties. Une partie sans spoil et une partie avec spoil, vous inquiétez pas, je vous préviendrai lorsque ça arrivera. Mais il y a plein de choses à dire, même dans la partie sans spoil, donc même si vous n'avez pas vu le film, il y a moyen que ça vous intéresse. Avant de commencer, un petit coup de pouce, faites un détour par le bouton s'abonner, activez les notifications, comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos, il n'y aura pas que des critiques de films sur cette chaîne, il y aura aussi quelques petites expérimentations, et je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Avatar, la voix de l'eau, est donc la suite d'Avatar, sortie il y a maintenant 13 ans. Je vais pas vous refaire l'histoire du premier, parce que tout le monde la connaît par cœur. Quant à l'histoire du deuxième, eh bien après la défaite des êtres humains dans le premier Avatar, Jake et Neytiri ont commencé à fonder leur petite famille. Ils ont eu plusieurs enfants et vivaient une vie paisible sur Pandora. Mais le répit n'est que de courte durée parce que les humains redébarquent sur Pandora avec une soif de vengeance. Jake et Neytiri sont obligés de s'exiler chez un autre peuple, les Metkayina, mais vous l'aurez compris, tout ça va tourner au vinaigre, et puis ça va partir en grosse baston. Verdict, est-ce qu'Avatar 2 est un bon film? Est-ce qu'il tient ses promesses? Alors, je considère que c'est un bon film, par contre, c'est clairement pas un classique dont on se rappellera dans quelques années. Alors oui, personnellement, j'attendais secrètement que ce film soit une véritable tuerie. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est très agréable à regarder, c'est plutôt un bon divertissement, mais le film est assez déséquilibré. Et il y a clairement des moments, en l'occurrence au début du film, où je me suis dit, bah, on s'emmerde un peu. On s'emmerde un peu parce qu'on n'a pas l'impression de voir Avatar 2, mais plutôt Avatar 1.5. Je vais quand même passer en revue les points positifs du film, parce qu'il y en a mine de rien pas mal. Pour la petite info, je suis allé le voir évidemment en 3D, dans une salle Dolby Cinema, et en version originale sous-titrée. Première chose, le film est absolument magnifique. Que ce soit la qualité de la projection 3D, ou même encore la mise en scène, ou la qualité et la finesse des effets spéciaux, c'est juste à tomber par terre. En termes d'effets spéciaux, c'est clairement le plus beau film qui m'ait été donné de voir. J'ai encore du mal à comprendre comment certains plans ont été filmés, en l'occurrence les plans qui mélangent live action, donc les prises de vue réelles, avec de la 3D. Les deux s'intègrent parfaitement bien. Il y a des moments où les personnages en 3D interagissent avec des personnages réels, et tout est absolument parfait. Les ombres, les contacts, les proportions, la colorimétrie, absolument tout. Et ça, c'est quand même agréable à voir. Au-delà de la qualité visuelle, les animations sont également à couper le souffle. Les expressions du visage sont encore plus convaincantes que dans le premier. Encore heureux, c'était il y a 13 ans, mais dans le premier, elles étaient déjà ultra convaincantes. Mais alors là, même si on est devant des extraterrestres bleus qui mesurent 3 mètres, à aucun moment je me suis dit, ce sont des personnages faits de toutes pièces sur ordinateur. C'est tellement beau, c'est tellement naturel, c'est tellement précis, que l'immersion est véritablement totale. Et pour ça, bravo à James Cameron, et bravo surtout aux artistes qui ont fait ça. Faut noter aussi que la 3D rend hyper bien, même dans les scènes de nuit. Et ça, c'est quand même pas gagné, hein. À aucun moment, on a l'impression de rater quelque chose, à aucun moment, ça donne un petit peu la gerbe. La 3D est en fin de compte parfaitement gérée, on l'oublie assez rapidement pour se laisser porter en fait par les visuels qui sont absolument incroyables. Les scènes sous-marines sont de toute beauté. Je le dirais pas assez, mais vraiment, je me suis régalé pendant plus de 3 heures. J'avais un peu peur que le HFR soit un peu distrayant. Le HFR, c'est le High Frame Rate, mais il devrait même pas l'appeler comme ça, il devrait plutôt l'appeler le VFR, parce que c'est pas du High Frame Rate sur tout le film, il y a des variables, il y a des scènes qui sont à 24 images par seconde, et il y a d'autres scènes qui sont à 48 images par seconde. Et au début du film, on voit très bien le changement. Après, on y prête un petit peu moins attention, je sais pas si ça rajoute vraiment quelque chose au film, je sais pas si vraiment c'était nécessaire, mais en tout cas, ça m'a pas dérangé plus que ça. Pour continuer sur les points positifs, le design des machines est absolument incroyable. Par contre, le design des paysages et des environnements naturels, pour le coup, je trouve qu'ils ont été un peu moins inspirés. Mais les vaisseaux, les sous-marins, les bateaux, j'ai trouvé exceptionnel. Le rendu, encore une fois, en 3D est magnifique. Donc ça, surtout lors de la bataille finale, bah mine de rien, ça ajoute quelque chose. Et pour passer au point négatif, bah malheureusement, je trouve que le film est quand même très inégal. Sur la première moitié du film, je me suis clairement dit, mais là, on est devant Avatar 1.5. Alors je sais que c'est toujours difficile de rendre une suite originale. Beaucoup de suites souffrent de ce syndrome, hein, de reprendre beaucoup trop de choses du premier opus, parce que mine de rien, ça avait fonctionné, mais sans réellement les actualiser pour que ça en fasse quelque chose d'intéressant. Bah là, on a un peu le même souci avec les rites d'initiation, la découverte de nouveaux paysages, des étrangers qui doivent s'habituer aux coutumes locales. C'est clairement les mêmes thèmes qui ont été repris de Avatar premier. Après, c'est pas si dérangeant, c'est pas comme si je m'étais ennuyé sur mon fauteuil pendant la première moitié du film. Mais je filme cette vidéo le soir même de la projection, et honnêtement, j'ai déjà oublié les 3/4 des choses qui se sont passées dans la première moitié du film. Donc oui, j'ai pas trouvé la première moitié du film si palpitante que ça. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être les 2 premières heures du film qui ne sont pas si palpitantes que ça. Je le répète, c'est très loin d'être mauvais, à aucun moment je me suis réellement ennuyé, mais c'est quand même assez déséquilibré par rapport à la deuxième moitié, voire même le dernier tiers du film. Par contre, le dernier tiers du film, oh là là, mais quel dernier tiers! Incroyable! Si j'avais pu avoir ça sur tout le film, bah réellement ça en aurait fait une suite de fou. Mais bon, apparemment, aucun film n'est parfait. Sans basculer dans les spoilers,
Il y a aussi quelques raccourcis qui sont assez embêtants. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout expliquées, qui nous sont balancées comme ça et qu'on devrait accepter. Ah, quand même, à 2 ou 3 moments, ça m'a fait lever les yeux au ciel. Et ça, je le pardonne pas trop parce que c'est quand même des éléments importants dans le film. On en parlera un peu plus en détail dans la partie spoiler. Variable très importante également, la musique. Même constat que pour le reste du film, c'est un peu Avatar 1.5. Les thèmes sont repris, mais sans être mis au goût du jour. Il y a quelques petites nouveautés, mais on est loin de l'impact de la BO de James Horner sur le premier épisode. Je suis aussi plutôt déçu du rôle de certains personnages principaux dans cette suite. Encore une fois, sans basculer dans les spoilers, Neytiri, malheureusement, n'a pas grand chose à faire dans ce film. Alors que pour moi, Neytiri, c'était vraiment le personnage le plus intéressant dans le premier Avatar. Dans cette suite, mine de rien, elle n'intervient pas autant que ça. Et c'est dommage parce que Zoe Saldana, celle qui interprète Neytiri, est clairement une actrice exceptionnelle. Et les scènes qu'elle a dans le film sont très touchantes, mais je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Moralité, Avatar 2, est plutôt un bon film, c'est un bon divertissement. J'irai probablement le revoir au cinéma, parce que j'aimerais bien tester une projection IMAX pour voir un peu ce que ça donne. Au final, c'est pas une suite moins bonne que le premier. Avatar 2 est au moins aussi bien que Avatar premier du nom. C'est sûrement un film que je prendrais plaisir à revoir, au même titre que j'aime bien regarder Avatar de temps en temps, sans trop y prêter attention, sans y être investi à 200%, je pense que cette suite va me faire le même effet. Attention, on passe à la partie spoiler. Si vous êtes encore là, je considère que vous vous en foutez de vous faire spoiler, ou alors que vous avez déjà vu le film. Attention, si vous voulez réagir dans les commentaires, faites gaffe aux spoilers. Soit vous prévenez, soit vous vous abstenez, comme ça évitera de gâcher l'expérience de ceux qui n'ont pas vu le film. Ok, parlons de toutes ces choses inexpliquées qu'on nous balance à la gueule dans le film. Et ça, j'avoue que c'est peut-être le point qui m'a le plus dérangé. Quand on nous dit au début du film que Grace Augustine, le personnage qu'interprète Sigourney Weaver, est tombée enceinte, a eu un enfant, mais c'est l'Immaculée Conception, mais alors là, j'ai directement levé les yeux au ciel parce que j'ai pas noté la phrase, mais il y a une phrase qui dit c'est arrivé, posez pas de questions. J'exagère, mais je l'ai un peu perçu comme ça. Et le pire, c'est que dans le film, on a zéro explication. Je pensais qu'on aurait des choses qui se détailleraient un petit peu au fur et à mesure, mais au final, rien. On sait pas ce qui s'est passé, et on sait pas pourquoi la petite Riri, je crois, commence à faire des crises d'épilepsie quand elle se connecte à Eywa, et que tout d'un coup, elle est investie de pouvoirs magiques qui lui permettent de contrôler un petit peu son environnement. Ça, c'est clairement une sacrée solution de facilité. Je veux bien qu'on lève la carte suspension d'incrédulité, ouais, c'est un film, c'est pas grave, c'est de la science-fiction, on se laisse porter, mais là c'est quand même un peu gros, voire même très très gros. Surtout que les pouvoirs magiques de Riri, c'est clairement eux qui sauvent sa mère et son père à la fin du film. Si ça avait eu un peu moins d'importance, certes, mais là c'est quand même un point capital de l'intrigue. Donc j'aurais quand même bien aimé avoir plus d'explications, ou en tout cas quelques arguments qui nous permettraient de croire un peu plus à cette histoire. Ensuite, il y a un truc qui m'a un peu interpellé, je sais pas si ça m'a vraiment dérangé ou si j'y suis un peu indifférent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de références aux anciens films de James Cameron. Dès le début, grosse référence à Terminator 2, où on voit les vaisseaux humains se poser sur Pandora, et on voit la forêt prendre feu, un petit peu comme le début de Terminator 2, où on voit Los Angeles être complètement englouti par les flammes de l'explosion. À la fin, grosse référence à Titanic avec l'espèce de vaisseau-bateau qui se retourne et on se retrouve avec des personnages qui doivent soit escalader la coque, soit qui se retrouvent complètement piégés avec des couloirs qui se remplissent d'eau. On a un plan qui pourrait être sorti tout droit d'Aliens. On voit les marines en Avatar qui sont en train de faire de la muscu et le colonel en train de les chauffer. Là, j'avais vraiment l'impression d'être devant Aliens. Et on a bien sûr Abyss avec toute l'exploration sous-marine et les différentes machines. Donc, encore une fois, je sais pas si ça m'a vraiment dérangé, mais au début, j'étais un peu en mode DiCaprio, hop, 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 je reconnais la ref. Puis après, je trouvais ça un petit peu gros. Donc voilà, James Cameron, t'aurais pu t'occuper de faire une meilleure suite, plutôt que de nous balancer des refs à tes films les plus connus. Et pour revenir au cas de Neytiri, je suis vraiment dégoûté que ce personnage soit complètement sous-exploité dans cette suite, et j'ai même l'impression que ce personnage est mal considéré en fait. À un moment je me suis dit mais putain James Cameron t'as osé écrire ça. C'est quand ils arrivent à la rencontre du peuple de l'eau, des j'ai oublié le nom. Des Metkayina, voilà. On a Neytiri qui commence à s'énerver un petit peu parce qu'elle n'est pas accueillie comme il se doit. Et Jake dit au chef du village « Veuillez excuser ma femme, elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle s'énerve. » Vous pouvez être sûr et certain qu'il y a des personnes qui ne prendront pas très bien cette réplique. Et même moi, qui suis quand même loin d'être réac, je me suis dit, oh là là, un homme qui parle à un autre homme en disant que sa femme est un peu hystérique et fatiguée, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se contrôler, c'est quand même pas ouf. Mais mis à part ça, je reconnais pas Neytiri du premier Avatar. Autant Jake, il est un peu fidèle à lui-même parce que c'est le soldat qui traite sa famille comme un bataillon d'armée. Mais Neytiri, on l'a découverte comme une guerrière. Bon, elle casse encore des bouches, mais clairement beaucoup moins que ce que j'attendais. Et surtout, je le répète, Zoe Saldana, pour moi, c'est la meilleure actrice
de tout le cast, c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas été plus exploitée. Peut-être qu'elle sera plus exploitée dans Avatar 3, mais va falloir quand même attendre 2 ans pour le découvrir. Ah oui, au fait, en parlant de référence aux anciens films de James Cameron, il y a une référence au premier Avatar. C'est même pas une référence, c'est un copier-coller. Et ça m'a vraiment dérangé. Dans le premier Avatar, il y avait une scène qui nous a tous déchiré le cœur. C'est quand les humains balancent des grosses roquettes sur l'arbre et que l'arbre finit par s'effondrer. D'une, c'est une scène incroyable. De deux, quand on voit la réaction des humains et des navis, on ressent une part de culpabilité chez les êtres humains, on ressent les navis qui sont complètement dévastés. Vous ajoutez à ça la merveilleuse musique de James Horner, ça en faisait une scène mais complètement dingue. Probablement l'une de mes scènes préférées dans le premier Avatar. Dans cette suite, on essaie de nous ressortir la même chose, avec une créature des mers, un Tulkun je crois que ça s'appelle. On va dire que c'est une baleine, hein, parce que c'est exactement la même chose. On a des pêcheurs qui sont en train d'essayer de traquer un Tulkun, qui arrivent à le capturer, qui finissent par le tuer, et au moment de sa mort, on entend le thème qui passait justement dans le premier Avatar lorsque l'arbre s'écroule. Vous savez le... Ok, je chante pas très bien, mais normalement vous devriez l'avoir. Le problème c'est que ça n'a pas du tout le même impact. Alors oui, c'est triste, on voit une partie des pêcheurs qui sont dégoûtés, on voit le colonel Quaritch qui est content, on voit le petit Spider qui est à la limite des larmes, mais comme c'est pas forcément le meilleur des acteurs, et comme la scène a manqué de build-up, clairement ça n'a pas du tout le même impact que dans le premier. Et ça, j'ai trouvé que ça sentait beaucoup le réchauffer, et c'est un peu dérangeant. D'ailleurs, maintenant que je parle de ces Tulkun, ces espèces de baleines, maintenant apparemment elles parlent, et les navis peuvent les comprendre. Pareil, on nous explique pas pourquoi, alors que toutes les autres espèces animales, on nous laissait sous-entendre dans le premier Avatar que, allez, ils se comprenaient plus ou moins avec les navis, mais ils n'étaient pas capables d'avoir une discussion. Là, ils peuvent avoir une discussion. Ouais, comment ça va? Ah bah t'as accouché, ouais, trop bien. Ça fait 5 semaines que mon petit est né. Non mais pareil, ça j'ai trouvé ça quand même hyper nul. Et encore une fois, c'est un peu embêtant parce que les Tulkun ont quand même un rôle très important dans le film. Si c'était un truc de seconde zone qui nous intéressait pas forcément, on laisserait passer. Mais là, ces créatures ont tellement d'importance dans l'intrigue du film que j'ai trouvé ce raccourci un peu dommage. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce film, mais c'est quand même loin d'être une bouse. C'est un film qui se regarde bien, j'ai passé un bon moment, les images sont magnifiques, il y a quelques petits trucs qui sont très sympas, j'ai bien aimé la relation qu'avaient les frères, et j'ai bien aimé la relation qu'avaient les adolescents dans ce film. C'était plutôt bien exploité, il y avait des moments marrants, il y avait des comportements qui étaient très humains, mais du coup, c'était cool à regarder. J'ai absolument surkiffé le dernier tiers, la dernière heure, le combat sur le bateau de nuit pendant l'éclipse avec les flammes, les effets spéciaux étaient dingues, la tension elle montait, on a peur que Jake et Neytiri se noient. Il n'y a rien à dire sur le dernier tiers. Ce dernier tiers, c'est un film d'action comme je les aime. J'étais 100% satisfait par cette partie-là du film. Heureusement d'ailleurs que le film se termine comme ça et que ça n'a pas été l'inverse, avec une première partie du film qui aurait été intéressante, mais pas la dernière partie. Là, on termine quand même sur une touche bien solide, donc c'est quand même agréable. Je suis curieux de savoir ce que James Cameron nous a prévu pour Avatar 3, qui apparemment est déjà tourné. J'ai vraiment hâte de savoir où est-ce que l'intrigue va nous mener. Ok, c'est tout pour ma critique d'Avatar 2. J'ai sûrement oublié plein de choses, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Peut-être qu'on pourra continuer à en discuter dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.